J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Dans cet épisode, mon invitée est Zahra Sebti, une graphiste qui a décidé de faire une contribution citoyenne pendant cette période de confinement à travers la création de la plateforme MAD, un site web qui regroupe des liens cliquables pour partager du contenu culturel accessible à tous, madmorocco.wordpress.com. Elle nous explique sa motivation, son objectif et le moyen d'y participer, chacun à notre échelle. Nous abordons également dans l'épisode son parcours scolaire et professionnel, de directrice artistique à Paris pour les restaurants et hôtels du chef Joël Robuchon, à la création du département art graphique pour l'agence WBSC à Casablanca, jusqu'au lancement de sa propre activité en freelance. Elle nous donnera également sa définition du design et l'état du design au Maroc, tout en partageant ses étapes de création, les moyens pour construire sa notoriété et la gestion des périodes de manque de créativité. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Zahra, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur Designer Marocain. Aujourd'hui, je suis très ravie de t'accueillir sur ce podcast. Je te suis certes depuis peu, mais je suis un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux et je suis pas mal intriguée par ton projet MAD. J'aimerais bien que tu nous en parles. Bonjour, écoute, merci de m'inviter à cette conversation et d'autant plus que je pense que le podcast, c'est le format le plus important aujourd'hui dans le contexte du confinement parce que c'est un format très léger et qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'on est aussi dans cet apprentissage de fabriquer avec ce qu'on a à la maison. C'est aussi à ce moment-là que nous, les designers, on doit avoir une démarche didactique. Exactement. Alors, pour parler de moi, je suis graphiste. Je sais que je me présente sous plein de coutures différentes parce que je suis multidisciplinaire, mais d'abord, je suis graphiste, c'est ma passion absolue parce que graphiste, ça veut dire en latin, ça veut dire écrire, mais en dessinant en fait. Donc, c'est l'idée que à moi de choisir l'outil avec lequel je veux écrire. Et pour moi, écrire, c'est s'exprimer et être graphiste, c'est prendre un outil pour dire de manière juste ce que j'ai besoin de dire. Donc, ça va être un ordinateur, un crayon, un podcast, un micro, un appareil photo. Je refuse l'étiquette, je refuse la frontière. Je décide qu'on est sur plusieurs sensibilités et que, en fait, l'objectif, c'est ce qu'on a à dire. Et on trouve le meilleur moyen de le dire. Voilà, donc c'est comment je vois mon métier tous les jours, tous les matins. Voilà. Alors, je vais commencer par le projet MAD. Donc, MAD, déjà, j'adore MAD, cette idée de folie, mais aussi cette idée de monnaie. J'ai toujours trouvé ça marrant. Quand on sait qu'on a tendance à se définir comme un peuple comment dire, étourdi, pour rester poétiquement correct. J'ai déjà eu le débat avec beaucoup d'amis psychiatres qui me disent qu'il faut absolument arrêter d'utiliser l'expression bête schizo, donc je fais en sorte de ne plus l'utiliser, mais il y a quand même cette acceptation collective qu'on a tous une forme de folie et je lutte pas contre cette idée-là parce que j'accepte ma folie à moi. Et voilà, donc MAD, c'est un projet, c'est aujourd'hui, à ce stade, c'est avant toute chose un appel à participation. Et ce n'est pas que envers les artistes, ça peut aussi être pour n'importe quelle personne qui aujourd'hui est assise chez elle, voit le temps passer et qui a besoin de fabriquer quelque chose d'intellectuel, qui a besoin d'une raison de sortir du lit ou
ou qui est OK pour passer 2-3 heures à rédiger quelque chose, ou à traduire quelque chose, ou à fabriquer un objet digital. Je vais donner un exemple. Ma maman, qui est coach, je lui ai demandé de me rédiger des messages, des mantras à se dire quand on fait une crise d'angoisse ou quand on sent que le temps est long. Une autre de mes personnes, je vais dire une de mes tantes qui est isolée de ses enfants parce qu'elle est sensible. Elle est en train de me récolter pas mal de comptes en arabe, en podcast, en libre service. Donc, on n'est même pas obligé d'être un fabricant. On peut être quelqu'un qui fait une passe décisive, c'est-à-dire qui connaît quelqu'un, qui veut m'obtenir des jouer contenus. l'intermédiaire finalement. Exactement. Donc, en gros, le projet de Mad, c'est quoi? C'est de partir du principe qu'il y a des gens qui sont fragilisés par cette crise. Fragilisés, ça veut dire qu'on n'a pas tous accès en illimité à Internet. On n'a pas tous accès à Netflix ou à Spotify ou aux plateformes de podcast ou aux abonnements aux grands médias pour des raisons multiples. On n'a pas, même si on a accès à toutes ces choses-là, il y a des gens qui sont consommateurs de culture, pas des fabricants de culture. C'est-à-dire que nous avons aussi un devoir de facilitateur, de pédagogue vis-à-vis de ce public qui aujourd'hui est disponible. Il est attentif. Donc, à nous aussi de faire preuve de créativité pour le présenter au monde. J'ai réfléchi aussi à cette dimension donc de nous, notre responsabilité citoyenne en tant que créateur de contenus digitaux, d'où le digital creator. Merci pour l'accent, désolé. Creators. Ça a l'air très bien, ton accent. Et en fait, l'autre idée que j'avais, c'était de me dire, tiens, il y a aussi d'autres types de supports, des plateformes qui sont déjà présentes, qui méritent juste d'être promues. Et par exemple, j'ai vu l'autre jour que l'OPM avait mis à disposition des concerts. Je sais qu'il y a des institutions culturelles qui vont avoir une année financière extrêmement difficile, qui sont en train d'aller chercher leurs archives et de les mettre sur le digital. Et qui ont probablement les moyens de mettre en forme leurs archives, mais qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de les mettre en ligne. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de venir en aide aux gens qui ont des choses à dire, qui ont des archives. Donc, je sais pas, moi, par exemple, 2000 photos, c'est énorme, comment faire? Donc, qui ont besoin de conseils, tout simplement, ou qui où il y a déjà des blogs qui existent. Par exemple, moi, j'adore un blog Rabat depuis 1900 ou Casa Art Déco. Il y a des gens qui sont passionnés, ça fait 10 ans, qui remplissent leur blog. L'idée, c'est de faire la promotion, de remonter tous ces contenus. Voilà, donc moi, ce que je veux, c'est dire aux gens, si vous avez quelque chose à dire ou que vous ne savez pas comment le dire, contactez-moi via la plateforme et moi, je vais faire en sorte de vous aider ou de faire le relais. Voilà, donc je me suis dit, moi, j'ai besoin de m'occuper. Alors, j'ai du travail, j'ai mon job, j'ai des clients en cours, mes projets ne se sont pas arrêtés parce que moi, je fais des projets à temps moyen et long, donc ça n'a pas trop perturbé mes projets courts. À ton cours. Mais voilà, en tout cas, ça m'a pas empêché de me dire, mais j'ai besoin de faire quelque chose de citoyen autre que de rester assis à la maison. Dehors, il y a des gens il y a des médecins qui bossent, il y a des éboueurs qui travaillent, il y a des caissières de supermarchés. Ils prennent des risques physiques et s'exposent physiquement à la situation. Ils sont probablement isolés des membres de leur famille. Je me dis, bon, ben moi, ça va. La seule chose que j'ai à faire, c'est à gérer mon mental, mes émotions, ma forme physique. Qu'est-ce que je peux faire comme action citoyenne? Voilà. Donc, voilà le projet MAD. Donc, le MAD, c'est d'abord une invitation à remplir le web de contenu depuis le Maroc. Pourquoi depuis le Maroc? Parce que c'est vrai que depuis que j'ai lancé l'appel, j'ai reçu énormément de liens magnifiques, mais toujours des plateformes étrangères. Alors, ça ne me pose pas de problème, hein, j'adore, hein, ça me passionne, je suis pas chauvine. Pour moi, il n'y a pas de limite à la culture, mais je me dis que ces gens-là qui cliquent et qui sont prêts à regarder 1h30 d'un concert de musique classique sur Arte Radio, ils sont disponibles pour écouter un concert de Gnawa ou un concert de Gmbri. C'est aussi le moment de mettre en scène notre culture
et de la donner au monde parce que le monde aussi est attentif. Il n'y a pas que nous, les Marocains. Et en fait, c'est là où je me suis dit que c'était intéressant ce projet parce qu'en fait, on se rend compte que c'est ça la puissance du web. C'est le net dans la culture de l'open share qui est vraiment, moi, ma passion cet univers digital. C'est que d'abord, le web, c'est un espace de gratuité. D'accord, maintenant, c'est devenu un espace extrêmement mercantile et c'est l'usage qu'on en fait pour l'essentiel, mais la réalité, c'est que l'esprit du web, c'est la gratuité. Et on a vécu plusieurs révolutions dans Internet. Et là, on considère qu'on était au web 3.0 et peut-être que cette perturbation physique, peut-être qu'elle va créer des vrais changements économiques vers le web en termes de création de contenu et peut-être qu'on va arriver vers un web 4.0, on ne sait pas. Mais le fait est que il y a eu beaucoup de web différents, mais l'énergie au départ, c'était la gratuité et j'ai envie de retourner à cet esprit-là. Voilà pour le projet MAD. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être un site web très léger. Il faut que ce soit un petit blog, c'est-à-dire que on puisse partager le lien par WhatsApp, dans lequel il y aura que des URL, que des liens cliquables. Alors donc je vais remonter, ça va être par catégorie. Je vais remonter donc les thématiques vidéo, thématiques musique, thématiques éducation. Donc les contenus à caractère éducatif. Je pense que les écoles vont commencer à produire des contenus bientôt. Là, dans une semaine, on va commencer à avoir des cours en ligne qui vont surgir. Il y a aussi le fait de pouvoir télécharger des dessins. Oui, exactement. Donc, il y a pas mal de designers qui ont commencé à produire des images. Toi, oui. Exactement. Et pourquoi je veux tout rassembler au même endroit? Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est que c'est une démarche écologique. Si on passe des heures à chercher sur le web, en fait, on fait tourner les serveurs, on consomme de l'électricité, on consomme de l'Internet. Donc, en fait, le simple fait de tout mettre au même endroit, c'est aussi une façon de limiter les endroits où on va chercher. Donc ça, c'est écologique. Deuxièmement, économique. On continue à penser aux gens qui sont limités par une connexion. Donc, imaginons que quelqu'un fasse l'énorme dépense de s'acheter 100 dirhams de recharge pour sa carte JOL. Avec ces 100 dirhams de recharge, il est sûr que cette personne ne consommera pas de la vidéo. Par contre, télécharger des coloriages à faire pour leurs enfants, qui soient du zlige, qui soient des personnages avec des, je sais pas moi, un personnage qui va au hammam, un personnage qui, je ne sais pas, de notre vie à tous, quelqu'un qui va au sort avec notre femme, mais au lieu d'être en train de, comme je rigole tout le temps, au lieu d'être en train de dessiner et de colorier un sapin, on se met à colorier un palmier, quoi. Voilà, c'est ce que j'appelle la translation culturelle. On peut être dans notre univers, dans notre iconographie culturelle à nous. Voilà, donc il va y avoir donc ce site web qui va être le plus léger possible. Donc, ce sera que des URL, pas de stockage d'images. Et après, dès que ça sera en route, probablement un petit compte Instagram, une plateforme de podcast. Mais tout ça, je vais prendre mon temps, tu vois. Je veux surtout, dès qu'on me donne du contenu, le mettre en scène. Donc là, par exemple, je pense que les premières choses que je vais faire, ça va être le site web et la plateforme de podcast parce que j'ai déjà reçu les fameux comptes en arabe. Voilà. Oui, d'accord, ok. Et donc finalement, avec tous ces contenus que tu vas devoir gérer pas mal enfin, tu vas devoir filtrer parce qu'il y aura, à partir du moment où tout le monde entendra ton appel, tu auras déjà pas mal d'URL à traiter avant de choisir. Oui, c'est déjà le cas. Ben, en fait, moi, je suis designer, donc je pourrais me positionner comme quelqu'un qui juste s'assoit et qui crée. Le problème, c'est que je peux pas me le permettre parce que moi, j'ai un enfant en bas âge à la maison. La majorité de ma journée, elle est consacrée à la divertir et à être dans l'éducation positive, c'est-à-dire jouer avec elle. Et donc, c'est là où je te disais que je ressentais un parallèle entre l'énergie de ce projet et ton projet, c'est qu'en fait, comme moi, j'ai fait la recherche pour moi, pour occuper ma fille à la maison, ma fille a 3 ans. Donc, on est dans le préscolaire. Je parle avec mes copines qui ont des enfants de 2 ans, de 1 an. Tu peux pas t'asseoir avec eux et leur faire leurs devoirs. L'attention dure 15 secondes. Pardon, elle semble 15 secondes, c'est le ressenti. Elle dure 15 minutes. Ils veulent escalader, ils veulent décider, et en plus, il faut leur expliquer la situation avec leurs propres mots. Et en fait, c'est de ma posture à moi que je me suis retrouvée à devoir organiser toute une journée. Puis là, tout d'un coup, j'ai trouvé des crèches marocaines dès lundi qui ont commencé à mettre en place des conseils. Donc, j'ai trouvé 3-4 conseils. Et en fait, c'est de là qu'est née mon idée de MAD. C'est que je me suis dit, non, mais moi,
je suis francophone et anglophone et j'ai ma fille à la maison et j'ai déjà consacré 4 heures grâce à mon internet super efficace à trouver comment je dois gérer le truc. Si je fais une seule feuille, toute simple, où je donne des conseils en disant voilà ce que j'ai récolté comme information, clique sur ce lien, tu vas trouver des ateliers avec du coton-tige et de la peinture. Bon, bah voilà, tu vois, j'aurais déjà résolu mon objectif, en fait, j'aurais déjà atteint mon objectif. Donc oui, j'ai déjà reçu pas mal de liens. En fait, c'est parce que moi, comme je disais, j'ai pas le temps de fabriquer du contenu parce que la création, c'est un rythme. Et moi, mon rythme, il est perturbé. Finalement, au lieu de le fabriquer, tu vas centraliser toutes ces informations. Bah, c'est les deux, en fait. Parce que évidemment, j'ai envie de créer, tu vois. Bien sûr que moi, j'ai envie de participer. J'ai énormément d'idées. Et puis, je travaille comme directrice artistique digitale et comme graphiste au Maroc depuis 10 ans maintenant, tu vois. Donc, c'est aussi parce que j'ai dû créer des campagnes de masse pour le grand public que je sais quelles sont les contraintes technologiques du grand public. Je me suis déjà retrouvée dans des situations où on avait une option qui était en termes de direction artistique plus esthétique et une option en termes de technologie qui était moins esthétique. Et nous avions fait le choix de la technologie tout simplement parce que nous devions toucher un plus grand public. Et ça, c'est aussi une sensibilité. Je voudrais sensibiliser les gens à ce sujet. C'est qu'il faut prendre conscience que tout le monde n'a pas accès à Instagram. Si on prend 2 secondes le temps de poser la question aux gens qui nous entourent, le gardien de voiture, le concierge de l'immeuble, le personnel de maison, le personnel de jardin. On leur demande combien ils consomment d'Internet, combien ils dépensent mensuellement dans leur téléphone. Et là, ça nous donne un rapport d'échelle énorme par rapport à ce que nous on consomme comme flux. Exactement, je me suis dit, ne serait-ce que de faire la recherche pour les autres, c'est déjà pas mal. Donc, pour revenir à ta question, je ne sais pas encore comment faire ce tri. Pour l'instant, je mets pas tout. J'essaie d'équilibrer des contenus étrangers et des contenus marocains. Pour l'instant, c'est là où j'en suis parce que comme j'ai fait juste un premier appel, je m'attends à ce qu'au moment où la plateforme sera en ligne, je m'attends à recevoir plus de choses. Je pense que c'est ce qui risque de se passer, que l'information se relaie une fois que l'appel sortira de mes plateformes personnelles et qu'elle sera moins personnelle et plus impersonnelle et que ça se cachera derrière le logo. Voilà, donc c'est un peu l'idée auquel je m'attends. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je pense qu'il va y avoir des fiches téléchargeables. Moi, c'est ce que je vais fabriquer en fait. C'est ma contribution en tant que designer, c'est que je vais fabriquer des fiches de temps long. En gros, c'est ce que j'ai remarqué avec les gens qui m'entourent. Les gens qui sont mes frères, ma belle-sœur, mes neveux et nièces, mon neveu et ma nièce, tout ça, ma fille. Mes potes qui sont des créatifs, mais qui sont peut-être pas forcément dans cette démarche de pédagogie, parce que j'ai travaillé avec différents types d'établissements scolaires depuis la petite enfance à l'éducation supérieure. Et donc voilà, donc c'est aussi de là que ça vient, c'est que j'ai une expérience pédagogique. Et en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer des types de fiches projets qui sont des projets de temps long. Donc, par exemple, ma fille, on a pris un carton à la maison et on a dessiné et on va faire une maison pour un de ses jouets. Voilà. Mais on va y passer 15 minutes par jour. Et en fait, on va passer 10 jours là-dessus. Je suis déjà en train de préparer l'atelier suivant. L'atelier suivant, ce sera fabriquer du papier à la maison en recyclant tous les emballages carton de tous les trucs. Alors, ça a l'avantage, de pas trop nous faire descendre dans le truc poubelle, d'apprendre à recycler ses déchets à la maison, ça fait des années que je rêve d'apprendre à faire du papier, donc du coup, je vais gagner cet apprentissage-là en tant que maman. Voilà. C'est bien le moment, effectivement, d'apprendre à faire les choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Voilà. Bah, juste pour te donner un exemple en live, donc là, je suis en train de lire mon WhatsApp, pardon, parce que ça a pop-up sur mon écran. En fait, j'ai trouvé une chaîne internet sur YouTube. Donc ça, c'est pas pour les gens qui peuvent pas consommer de la vidéo, mais j'ai trouvé une chaîne YouTube d'activités sportives pour les bébés. Et en fait, je l'ai envoyé à 4 copines qui ont des enfants de moins de 3 ans. Et j'ai déjà 2 copines qui m'ont dit que c'était un truc qui avait fonctionné. C'est-à-dire de mettre nos enfants devant, parce que ma fille, ça fait 5 activités yoga, maman et moi, des vidéos que je trouve. Et en fait, ça la gave. Et là, c'est le premier truc où elle a tenu les 30 minutes d'exercice physique. Donc là, je l'ai partagé aux copines et elles sont toutes en train de me dire, ouais, ça marche.
Donc, Ah oui, c'est clair. c'est aussi ça qui va me permettre de faire le tri. C'est que je vais expérimenter des trucs chez moi. Donc, donc voilà, tout va être là, on est encore, là, tout est encore en train d'être fait. Donc, c'est pas encore très précis, mais les formats sont clairs, des liens, des fiches de coloriage, des fiches de projet à moyen et long terme selon les âges différents, même pour les adultes, parce que même les personnes fragilisées, c'est pas que les enfants ou les parents avec enfants, c'est aussi des gens à mobilité réduite qui sont encore plus limités. Il va y avoir les grands-parents qui sont habitués à voir leurs petits-enfants et qui se demanderont quand est-ce qu'ils vont les revoir, des gens qui vont être fragilisés par la solitude. Voilà, donc moi j'ai recommandé un exercice d'écriture à quelqu'un dernièrement parce que la personne, ça faisait déjà 2 jours qu'elle sortait plus de son lit. Oui, 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 c'est ça. C'est qu'il y a quand même des gens qui vont développer une dépression Oui, parce que tout le monde ne vit pas le confinement de la en même fait, manière. il y a une image qui m'a un peu scotchée, je dois le dire, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Je suis tombée dessus hier. C'était une image italienne, en italien, d'une affiche. En fait, je pense que c'est un drap qui avait été écrit à la bombe. Donc, il y avait écrit la romantisation du confinement est bourgeois. Bon, je me suis dit, bon, c'est quand même très trotskiste comme expression, mais ça m'a quand même fait réfléchir de me dire que moi, je fais partie de ces gens-là. C'est bon, c'est cool, tu vois, j'ai mon Netflix, j'ai ma fille, j'ai mon truc, ça va, je suis safe. C'est pas grave. Dès qu'il y a un moment d'ennui, son papa ou moi, voilà, on a de la ressource. Moi, ayant une expérience, mes copines, je vois autour de moi, elles sont soit chefs, soit autrices, enfin, on a toute une espèce de skills techniques, créatifs. On sait tous comment mener un projet créatif, les gens qui m'entourent. Et je me suis rendu compte que ça faisait aussi de nous des privilégiés, du simple fait d'avoir été à l'école, d'avoir un bac+5 dans un métier à caractère émotionnel ou sensoriel ou quoi. Ça fait de nous mieux équipés pour gérer notre petite maisonnée. On connaît mieux le processus créatif, la dimension émotionnelle. Mais que faire de ces gens, en fait, qui vont commencer à être habités par l'assourdissement du vide? Parce que le vide, c'est étouffant. Par moments, c'est déprimant pour certains. Ils sont de plus en plus détruits par cette information qui tourne en boucle sur le coronavirus. Moi, je le vois juste aussi au sein de ma famille. La façon dont s'occupe mon frère, mon père et moi n'a rien à voir avec ma mère. Parce Oui. que ma mère, même si on est autour d'elle, elle se crée une sorte de... Enfin, elle se vide toute seule. Elle consomme que de l'information sur le coronavirus. Oui. Et au bout d'un moment, elle finit par s'inventer des symptômes et être malheureux et se créer elle-même son propre confinement et en fait loin de nous alors qu'on vit dans la Oui, même bah, c'est maison. exactement ce qui s'est passé pour 2 ou 3 personnes autour de moi. En fait, ils sont que sur WhatsApp toute la journée. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'ils trouvent pas d'autres moyens, en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec elle. Déjà, le matin, dès qu'elle se réveille, je lui dis, bah, viens en terrasse, on va prendre un peu le soleil et on fait un peu de yoga. Ouais. Et du coup, bon, au début, c'est un peu moqué, mais franchement, ça a changé un peu sa journée. Donc, rien que des petites activités, effectivement, de sortir un peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire, de trouver d'autres moyens de création pour occuper son temps. Ouais. C'est vrai que ça peut aider énormément de gens. Exactement. Et puis même pour revenir au yoga, tu sais, moi je le pratique depuis 2 ans, mais il y a 2 ans, je trouvais que c'était très compliqué. Je savais pas quel yoga je voulais faire. Donc là, je me dis, les Oui, gens qui s'y mettent à peine maintenant là, tu vois, qui vont venir oui. trouver yoga machin, yoga bidule, yoga truc muche, mais comment ils vont faire le tri? Ils savent pas. Mais voilà. Et moi, j'ai déjà reçu 15 liens de mes copines pour des yogas collectifs gratuits sur Zoom, des profs qui font la même chose que moi en yoga, mais qui le font en... Donc, tu vois, par exemple, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça serait bien de mettre un calendrier aussi pour mettre les Exactement. rendez-vous. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis pas dans une logique de trier pour l'instant ce qu'on m'envoie. À chaque fois que je reçois quelque chose, je me dis, tiens, comment je peux le mettre en valeur? Comment ça peut être? Parce que je me suis dit, Mad, en fait, ça peut être un objet qu'on va checker tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou quand on est en galère, ou quand on a un coup de blues, ou quand, tu vois, je me dis, ça va être un outil parce que, en fait, d'où c'est né l'idée aussi, c'est qu'en fait, j'ai un réseau d'amis euh, internationaux. On a un groupe de Ouais. copains, tous parents. Et en fait, lundi, on a commencé parce que comme les énergies ont été en décalage à travers le monde, mais tout s'est un peu passé cette semaine finalement. Mais en fait, dès lundi, les parents, on a commencé à s'organiser l'école à la maison ou l'activité scolaire à la maison.
et à devoir comprendre, en fait, de devoir devenir des maîtres et des maîtresses d'école, tu vois. C'est pas notre job à faire de nous. Et en fait, il y a un lien qui a tourné. Je l'ai reçu exactement. En fait, il y a un lien qui a tourné. Moi, je l'ai reçu 4 fois. Et j'ai une copine à qui je l'envoie, elle m'a dit, ça fait 6 fois que je le reçois. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ça veut dire que quand il y a un lien qui comporte des trucs de qualité, les gens, ils le partagent. Dans le relais. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Je sais pas si tu as vu, mais moi, là, sur WhatsApp, j'ai reçu un truc parce que les gens savent que je cherche. Mais j'ai reçu un message qui disait la BBC met le truc gratos, la Cinémathèque met tel truc gratos, tu as 700 films dispo là, tu as 800 films. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est ça l'idée. Il y a le Google Museum, il y a des musées qui sont en train de faire des visites 3D, tu vois, il y a des trucs sympas, tu vois. Donc, C'est clair. c'est un peu ça. Je me suis dit, si je mets tout au même endroit, que je mélange du marocain, de l'international, qu'on met un peu de vidéo, un peu de coloriage, un peu de matériel éducatif, que on met, s'il y a des gens qui font des métiers des arts vivants, ou des activités sportives qui font des lives gratuitement, on peut faire le relais. Et je me suis dit aussi, c'est une façon d'offrir à tous ces gens qui sont disponibles, qui sont disposés à fabriquer du gratuit, aussi de relayer le projet MAD. Et c'est ça mon énergie. Pour garder ma tête, parce que je veux pas devenir MAD. J'ai même pas pensé. Effectivement, le but c'est pas de devenir le nom même du site, effectivement. J'ai même pas pensé. Bah, du coup, alors clairement, c'est vrai que c'est un super projet et les gens vraiment à leur niveau peuvent participer. C'est ce que tu relais depuis tout à l'heure. Oui. N'importe qui peut participer à cette plateforme, qu'on soit créateur de contenu ou juste quelqu'un qui relaie l'information. Mais le but, c'est vraiment d'être solidaires ensemble et de participer à ce que les gens ne deviennent pas fous pendant cette période de confinement. Voilà. Alors, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Comment tu as emprunté ce parcours de graphisme? Est-ce que ça a toujours été ton rêve d'enfant ou c'est un concours de circonstances? Voilà, raconte-nous un peu ton parcours. Alors moi, c'est assez drôle parce que j'étais une bonne élève à l'école. J'ai toujours eu un petit côté scolaire un peu. J'ai toujours aimé aller en classe. Donc, je savais pas vraiment que j'avais une nature artistique. Ouais. Et en fait, c'est un jour, je suis allée rendre visite à une cousine qui avait 1 an de plus que moi et qui était en train de chercher des écoles pour elle à l'étranger. Ouais. Et cette cousine est fille d'architecte. Son père est architecte et sa mère est couturière de vêtements traditionnels. D'accord. Et donc, elle, par contre, contrairement à moi, je viens d'une famille de commerçants. Ma mère, c'est une matheuse cartésienne. Mon père, c'était pas quelqu'un qui avait fait une carrière d'artiste. Donc, en gros, autour de moi, j'avais personne pour me diriger ou pour identifier en moi quelque chose analogue. C'est juste que quand je me suis retrouvée chez cette cousine et elle était entourée de plein de catalogues d'écoles d'art, tout d'un coup, je me suis rendu compte que, en fait, ça me plairait bien. D'accord. Et là, elle me tend une brochure. Ouais, c'est venu comme ça, en fait, à l'âge de 15 ans, je réalise. Parce que j'ai commencé à lire de la littérature scolaire, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce que je voulais faire. Je savais pas. Et là, elle me tend la brochure d'une école. Elle me dit, tiens, prends ça, c'est ça qui va te plaire. Elle me connaissait. Donc, je prends cette brochure. Et là, je la lis de part et d'autre. Je ferme la brochure et je décide que c'est l'école que je vais faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai lu ce document, j'ai décidé que j'allais faire cette école-là. Et donc, c'est l'école que j'ai faite qui s'appelle l'École supérieure d'art graphique, les SAG Penningen, qui est à Paris. D'accord. Voilà. Donc, c'est venu comme ça. Et donc là, je me suis mise en route de me concentrer sur l'apprentissage du dessin. Oui. Parce que jusqu'à présent, j'avais fait beaucoup d'ateliers de peinture sur verre, de peinture à l'huile, de peinture machin. Mais je pense que comme j'étais pas, je crois que j'étais pas dans quelque chose d'assez scolaire. J'étais dans quelque chose qui était très sensoriel, très loisir. Ouais. Donc, ce que je ressentais le besoin d'être un peu plus sérieuse là-dessus, en fait, d'appréhender les métiers du dessin comme on appréhende un cours de maths, tu vois, comme tous mes amis étaient en train de se préparer à devenir médecin, avocat, prépa HEC, prépa machin, ben moi j'étais tout aussi sérieuse, mais pour mes études d'art, quoi. Donc,
la première chose que je devais faire, c'était apprendre à dessiner parce que je savais pas dessiner. Voilà. Donc je me suis concentrée sur le dessin. La chance que j'ai eue, c'est que mes frères à l'époque, qui sont plus grands que moi, travaillaient tous les deux à Paris. Et ils ont accepté de m'héberger. Donc j'ai passé mon année terminale à Paris, où j'ai pu faire mes premières classes de dessin et d'art plastique, parce que à l'époque, le lycée Lyoté, où j'étais, n'avait pas de bac art. Donc, je le faisais au CNED. Et c'était assez compliqué de faire une classe d'art plastique sans prof, sans élèves, sans rien, juste sur des bouquins, quoi. Donc voilà. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée à Pingen. La première année a été très difficile. Ouais. C'est une école qui est réputée pour faire aucun tri à l'entrée. Et en fait, eux, ils partent du principe que si tu t'accroches, c'est que tu es faite pour ce métier. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Je suis arrivée au premier jour, je ne savais clairement pas tenir un crayon. Et j'étais parmi les dernières de ma classe, quoi. Donc, je risquais en fait, tout simplement. D'ailleurs, à la fin du premier trimestre, on m'avait très gentiment recommandé de changer de Ah, métier, sympa. de formation. Oui. Ouais. Et en fait, comme j'ai un bon esprit de contradiction, bah, ça m'a motivée pour ne pas les écouter. Et j'ai fini au bout de 5 ans en étant vraiment, vraiment, vraiment accro à mon job. Genre, j'adore mon métier. Je trouve que c'est un très beau métier. Même à une époque, je pense que ça faisait partie de mon identité. C'était très difficile pour moi d'être autre chose que designer et graphiste, quoi. C'était, je respirais le travail. Ça a été très difficile pour moi de sortir de cette identité de création pure et de rentrer dans le monde réel du marketing, de la com, de toutes ces choses-là. Voilà, donc quand j'ai été diplômée, j'avais déjà un profil comme je l'ai maintenant, à cheval entre le graphisme, le design, c'est-à-dire la conception sur mesure, le fait de dessiner, parce que design veut dire dessiner, tout simplement, conceptualiser. Et donc, moi, je pars du principe, je considère que être designer, c'est de faire du sur-mesure, c'est-à-dire partir du besoin et fabriquer autour du besoin, parce que le besoin, c'est la contrainte, et fabriquer sous contrainte, c'est ça le sur-mesure, et c'est ça le design. Donc, par exemple, si la contrainte, c'est de fabriquer 1 million de pièces uniques, ce n'est pas la même contrainte que de faire 100 pièces identiques. Donc, c'est ça qu'on appelle le design thinking. C'est pour ça que maintenant, on dit c'est un designer voyagiste, c'est un designer culinaire, c'est un designer. Parce qu'en fait, le fait de designer, c'est-à-dire dessiner, conceptualiser, c'est le fait de faire du sur-mesure. Voilà. Donc, j'ai ce profil-là qui est très clair, c'est-à-dire de réfléchir à quel est mon besoin, de l'atteindre en termes de graphisme et d'identité visuelle. Et d'autre part, j'ai un profil très art contemporain parce que ça me passionne d'être toujours attentive à l'innovation dans mon métier. Et je pense que ça se passe par l'art contemporain, le fait d'être au plus proche de sa philosophie, de sa poésie, même du point de vue purement du métier, c'est-à-dire de constamment faire de l'expérimentation sur le dessin, le collage, la peinture, de jamais se laisser aller, de toujours continuer à se pousser toujours plus loin. Et pour moi, c'est ça que je trouve dans l'art contemporain, c'est que je trouve un espace où justement je n'ai pas besoin de répondre à un besoin, mais je me laisse aller à la réflexion où est-ce qu'elle me mène. Donc voilà, donc c'est ça mon profil. Et tu as eu du soutien de la Voilà. part de ta famille ou tu as eu des réticences, le fait d'emprunter cette voie? Moi, j'ai eu beaucoup de soutien en fait, j'ai eu les deux énergies, elles étaient super contraires. En fait, ce qui était compliqué de la part de ma famille, c'est qu'ils étaient pleins de soutien, c'est-à-dire que ça les faisait pas peur que je prenne cette route-là. Ouais. Mais comme ils comprennent pas les métiers du design, c'est vrai qu'il y a certaines de mes décisions, de certains projets tels que je les mène, ou certaines décisions même financières, je dirais par moment, qui les angoissent, qui les stressent. Donc c'est vrai que vivre comme un graphiste freelance, c'est pas avoir un revenu tous les mois. Donc ne pas avoir un revenu tous les mois, c'est de pas pouvoir avoir de crédit, de pas pouvoir avoir une sécurité sociale si on cotise pas, c'est de pas avoir de congé maternité quand j'ai eu ma fille. Voilà, c'est toutes ces choses-là. On prend la décision de se mettre
en parallèle du monde sécure du salariat, par exemple, ou de certaines professions libérales qui sont mieux organisées. C'est vrai que nos métiers à nous d'artistes, ils sont un peu désorganisés. Quelqu'un aujourd'hui qui veut sa carte d'artiste au Maroc, c'est compliqué, tu vois. C'est pas une démarche qui est simple. C'est beaucoup plus simple d'avoir la carte d'auto-entrepreneur. Donc là, tu as un statut d'auto-entrepreneur? Oui, moi je suis designer, donc toutes mes démarches d'art plastique sont pas pour moi des espaces. Je ne vends pas de toile, par exemple. Je vends du design. Donc oui, je suis un auto-entrepreneur parce que c'est une activité d'entreprise. Mais quand je fais des expositions ou des œuvres d'art, là, c'est plutôt la carte d'artiste. C'est là où je te dis, il y a deux casquettes, même du point de vue du métier. Et finalement, c'est ça, je pense que ma famille, et c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de profils artistiques. En fait, ce qui se passe, c'est que aussi, on a un métier qui est basé sur la notoriété. C'est-à-dire qu'en fait, même si on fait de la pub, etc., c'est la preuve qu'on sait bien faire notre métier. C'est comme ça aussi, par exemple, qu'on va choisir un tapissier ou un dentiste. C'est parce qu'il va être un excellent tapissier ou un excellent dentiste qu'on va les choisir. Donc, c'est pareil pour, je sais pas moi, un architecte. Oui. Ou pour un illustrateur, c'est pas que une sensibilité esthétique. Est-ce que j'aime son style? C'est aussi est-ce que cette personne va pouvoir mener mon projet à terme? Parce que c'est un souci dans la confiance que peuvent porter certains annonceurs, certaines personnes qui achètent du design. Par moment, ils sont confrontés à certaines problématiques de production. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille quand j'ai choisi mon métier. Mais maintenant que je suis une professionnelle, que je suis mère de famille, que voilà, j'ai besoin de garantir un certain revenu et une certaine sécurité médicale et à d'autres niveaux, c'est vrai que là, ils sont inquiets dans le sens où on a aussi une profession qui a besoin de s'organiser. Voilà. Et je vois ça chez des gens qui sont dans mon entourage, qui sont musiciens ou architectes ou quoi, tu vois. C'est pas que lié au métier des arts visuels. Et depuis quand tu as ton laboratoire, c'est ça? Ton laboratoire créatif? Alors, mon parcours, c'est que moi, j'ai fondé une agence digitale à la sortie d'école. J'ai travaillé pour Joël Robuchon. D'accord. Je faisais de la direction artistique en restaurant et en hôtellerie. Oui. Mon travail, c'était de créer des ambiances de table et des ambiances de chambre d'hôtel. Donc, en gros, l'hôtellerie, la restauration, ce sont des métiers où il faut créer des ambiances pour donner envie aux gens de venir. Donc, tu as plusieurs types de clients. Tu as les habitués et puis tu as ceux qui viennent parce qu'ils sont dans une espèce d'humeur. Donc, c'est pour ça, par exemple, que tu vas voir la soirée du Nouvel An, la soirée de la Saint-Valentin, ou voilà, le printemps est arrivé, l'été est là. Voilà, l'hôtellerie, la restauration, ça a besoin de ce type d'animation. Et moi, j'étais la directrice artistique. Je créais des campagnes d'ambiance dans l'hôtellerie et dans la restauration sur plusieurs pays. Et donc, comme c'était très décoration, au bout d'un an, je me sentais un peu limitée par le côté pas très graphisme. C'était pas du graphisme, en fait, c'était vraiment la partie du graphisme dans ce job était même pas 10% de l'expérience. Donc moi, comme je sortais vraiment d'école, je me suis rendu compte que c'était super, mais que j'avais besoin de faire davantage mon métier, de pratiquer parce que c'est un premier job, ça nous forme aussi. Et là, je faisais un peu trop de gestion de projet. Donc à ce moment-là, je suis sortie de ce job et là, j'ai commencé à lancer mon activité en freelance. Donc c'était déjà il y a 10 ans. Et donc, j'ai fait pas mal de logos, j'ai fait des plaquettes, j'ai fait des sites web. Déjà à l'époque, je faisais des choses comme ça. Et à ce moment-là, mes frères ont créé une agence digitale et ils avaient besoin de quelqu'un pour monter le département d'art graphique. Ok. Ils étaient à Casa. Et l'agence s'appelle WBSC. Et à l'époque, on était 5 personnes. Ok. Voilà, donc j'ai monté la boîte avec mes frères, j'y suis restée 5 ans, j'ai créé le département d'art graphique, j'ai fait de la conception de campagne, de la conception de site web, on a vécu la transition vers la tablette, vers les sites web multiformat, l'avènement l'émergence de l'expérience d'utilisateur. En fait, la préhistoire du web, c'est que tout était autodidacte. Donc, le fait d'avoir une éducation extrêmement technique en graphisme, par ailleurs, m'a permis, en fait, d'identifier toutes les zones qu'il y avait entre le graphisme dit traditionnel ou offline vers le graphisme online. Ok.
Parce qu'à l'époque, il y avait que des best practices, on était encore en train d'inventer, expérimenter, inventer, expérimenter. On se demandait encore quelle taille devait avoir le bouton. Oui. Voilà, moi je me rappelle très bien, la boîte elle avait 2 ans quand tout d'un coup la statistique a basculé dans l'utilisation du grand public depuis un ordinateur vers du mobile. Ouais. C'est-à-dire que d'un mois à un autre, on a arrêté de conseiller à nos clients de faire des sites web et on a commencé à les conseiller de faire des sites mobiles. Ouais, Voilà, on a vu naître, puis bon, on a vu les réseaux sociaux et chacun a pris sa place. Facebook a pris sa place, Twitter a pris sa place, Instagram a pris sa place. Puis on a vu le moment où les ados ont pas rejoint leurs parents sur les réseaux, ils sont allés sur leurs réseaux à eux-mêmes. Donc le fait de directrice artistique digitale d'une agence, à ce moment-là, m'a permis vraiment de voir le web dit 2.0 naître et donc de faire partie de ces gens qui ont expérimenté des choses et j'ai dû former des gens au Maroc qui en fait avaient une éducation graphique extrêmement premier degré. Et je pense que c'est ça la magie du graphisme et du design aujourd'hui, ce qui me rend extrêmement enthousiaste et joyeuse et effervescente, c'est que il y a 10 ans, quand on cherchait un profil de graphiste, malheureusement, on avait essentiellement des gens qui disaient voilà, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, le rouge c'est pour le danger, le jaune c'est pour le soleil. C'est-à-dire en fait des gens qui, même leurs éducateurs, n'étaient pas à la hauteur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a des graphistes extrêmement solides parce que les écoles ont fait leur travail, elles ont renouvelé leur programme pédagogique, elles ont fait venir des éducateurs étrangers, elles ont fait un travail formidable. Je pense à certaines institutions notamment, mais aujourd'hui, recruter un graphiste il y a 10 ans pour du web ou pour une activité du design quelconque, c'était extrêmement compliqué. Il y avait personne. Hein. Moi, je te le dis franchement, il y avait personne. Donc, à l'époque, ouais. Donc à l'époque, en fait, mon job consistait aussi à les former. D'accord. À les former, à élargir leur culture digitale. Et puis même pas que eux, même les clients. Par moment, je me retrouvais à devoir mettre en ligne des campagnes internationales. Donc en fait, à l'époque, le web marocain, c'était quoi? Les réseaux sociaux, c'était les grandes marques internationales avaient des campagnes. Et en fait, nous, on devait juste publier la version marocaine en même temps. D'accord. Voilà. Donc, on nous envoyait un texte, on nous envoyait une image et il fallait juste la publier. Voilà, c'est tout. Et puis nous, on a commencé, on a pris on a pris la décision de faire remonter des recommandations. Bon, on avait déjà une relation particulière avec cette clientèle-là, mais le fait est qu'on a commencé à leur faire des recommandations. Par exemple, on a eu un client qui nous demandait de poster des bikinis et des shorts pendant Ramadan en plein été. On leur a pas dit de faire de la censure, mais on leur a demandé aussi de faire des alternatives, ou bien on a recommandé de changer le targeting publicitaire. C'est-à-dire, on voulait pas non plus créer du bad buzz sur les pages. Donc, il y avait aussi l'idée de recommander. Oui, parce que j'ai l'impression d'être vieille. C'était à l'époque où il y avait Ramadan pendant l'été, donc c'était très intéressant d'un point de vue socio-culturel, la différence énorme de rythme et d'ambiance entre notre société et celle qui était étrangère. Et ce qu'il fallait dire. Clair. Et donc, depuis quand tu t'es détachée ou c'est toujours sous Il y a 5 ans. Non, en fait, il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est une très belle boîte. Il y a 60 employés. Il y a 2 plateaux de graphistes et de directeurs artistiques. Ils sont maintenant dans la structure un peu du type agence de pub. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des équipes de traffic manager, directeur artistique, graphiste, community manager, account manager par type de client. Donc clairement, moi, j'avais plus ma place là-dedans parce que moi, il faut pas oublier que ma passion, c'est le graphisme. Donc à partir du moment où la boîte elle grossissait, je devenais chef de projet, qui était la première raison pour laquelle j'avais quitté mon premier taf. Donc j'ai quitté l'entreprise que j'avais créée il y a 5 ans. Ça a coïncidé avec mon projet personnel de rentrer au Maroc parce que je faisais les deux depuis. Je faisais des allers-retours entre les deux pays. Donc en fait, quand je suis rentrée au pays, j'ai formé tous les gens que j'avais à former et puis je suis partie. Je me suis lancée en freelance à reprendre à zéro qu'est-ce qui était vraiment mon vœu.
professionnelle, de redéfinir ma vision de mon métier et de me reconnecter à ma communauté de designers, sortir un peu de la communauté des entrepreneurs et des communicants et de revenir à une dimension un peu plus créative de ma communauté de cœur, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai un profil un peu disciplinaire parce que j'ai fait ce choix aussi. Et ton parcours avec effectivement dans l'entrepreneuriat, tu as quand même touché à énormément de choses. Et oui. Du coup, qu'est-ce qui serait pour toi en fait, quelle est ta définition d'un designer? Alors un designer pour moi est quelqu'un qui fabrique sous contrainte. Il fait du sur-mesure. Un designer, il va réfléchir à une problématique ou bien on va lui imposer une problématique, il va chercher à la résoudre. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il est dans une démarche artistique. Voilà, on peut faire une démarche artistique et on peut faire du design ou ne pas en faire. Par exemple, un architecte à qui on va demander de fabriquer un hôpital, c'est pas comme si on lui demandait de fabriquer une école ou comme si on lui demandait de fabriquer un logement HLM ou un logement de fonction administrative. Ce sont des exercices de style extrêmement différents. Moi, en tant que designer, aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me faire des commandes qui sont avec notre première chose à faire, c'est de définir le besoin. La première chose à faire, c'est d'écrire un brief. Donc, on va dire, voilà, de quoi tu as besoin, à qui tu veux t'adresser, qui va venir, qu'est-ce qui va se passer. Et là, mon travail, c'est de faire une analyse graphique. Donc, l'analyse graphique, ça va être quoi? Ça va être, donc, par exemple, en ce moment, je travaille sur une application mobile. Donc, mon travail, ça va être de faire une analyse scientifique, design, sur qu'est-ce qu'on a compris de la manipulation d'une application mobile aujourd'hui par rapport à la navigation, par rapport à la taille des écrans, par rapport aux tailles de chargement. Donc, moi, ma recommandation, ça va être de dire à la personne, voilà, en tant que direction artistique web et en tant que web designer, je vais te dire, voilà les recommandations auxquelles tu dois faire attention. Donc ça, c'est le cahier des charges technique. Mais après, il y a aussi le cahier des charges esthétiques, ce qui est plus largement connu comme le mood board, voilà, qui est un mot un peu plus connu dans les métiers marketing. En gros, le mood board, c'est quoi? C'est l'ambiance. C'est-à-dire, en gros, c'est quelque chose c'est un outil entre le client et le designer qui va permettre de définir le style, l'ambiance dans lequel l'objet de design qui est fabriqué doit répondre. Je vais donner un exemple concret. Si maintenant je te dis une robe rouge, je suis sûre que tous les gens qui vont entendre une robe rouge n'auront pas la même robe ni le même rouge dans la tête. Donc, l'erreur de débutant qu'on peut faire en tant que designer, c'est de croire qu'on sait ce que le client veut dire. Donc, nous, notre travail, c'est quoi? C'est le client, il va te dire, voilà, je veux une pomme verte. Et toi, ton travail, c'est de lui dire, alors attention, en tant que designer, moi, ce que je peux te faire, c'est des pommes de toutes les formes et de tous les verts possibles. Par contre, ce que je te recommande, vu l'usage que tu vas faire de cette pomme verte, c'est d'aller vers cette pomme-là, cette catégorie-là de pommes et ce vert-là de pommes. Et en fait, si le client il te dit, mais moi, je veux une pomme verte pour la mettre dans une photo, ça va pas être la même porte verte, ça s'appelle du stylisme de photo, ça va pas être la même pomme verte que tu vas mettre sur une table pour décorer le temps d'une soirée. Et ça va pas être la même pomme verte qu'un designer culinaire va utiliser dans une tarte aux pommes. Donc, pour revenir à mon exemple de pomme verte, par exemple, en tant que designer, il peut m'arriver de mettre en ligne des contenus pour des clients et ils vont m'écrire pomme verte. Et moi, mon travail, ça va être de mettre une variété de pommes vertes qu'on va trouver au marché au Maroc. Pas une variété de pommes vertes qui coûte 70 dirhams l'unité. Voilà. Et c'est là où, quand je dis être designer, c'est travailler sous contrainte parce qu'en fait, nous développons au fur et à mesure de notre expérience, nous développons une expertise. Et c'est pour ça que les designers, on a un métier de notoriété parce que nous avons aussi un métier d'expérience. Par exemple, là, j'ai fabriqué 6 beaux livres pour des institutions. Donc aujourd'hui, je commence à être capable, au moment de la fabrication du livre, de recommander au client un papier plutôt qu'un autre. Parce que je sais qu'en termes, vu son budget, il faut qu'il fasse attention à choisir entre tel effet et tel effet. Comment tu t'es fait
tu t'es fait connaître dans ce milieu? Comment tu as créé ton réseau? Quels sont un peu tes champs de collaboration pour que les gens aient une idée en fait de comment se construire finalement un réseau et travailler avec ce métier? Moi, j'ai toujours pris le parti de. Je pense il y a trois choses qui me sont arrivées. Comme j'étais directrice artistique dans le digital, moi, j'ai été présente sur les réseaux sociaux très, très tôt. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le monde du web et qui, en fait, j'étais déjà là, mais pas parce que c'était mon job, en fait, de faire de la direction artistique digitale. Je passais ma journée sur Facebook, donc c'était mon travail. Et à l'époque, c'était pas aussi courant que maintenant, juste histoire de remettre les choses en place. Je parle déjà comme une vieille, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait partie de la préhistoire du digital Du début marocain. du digital, oui. Ouais, ouais. Et donc en gros, il y a déjà ça qui a joué en ma faveur. Ensuite, moi, ça fait très longtemps que je raconte quasiment pas ma vie sur mes réseaux sociaux. Et en fait, je ne partage quasiment que mon travail ou les gens que j'aime, dont je veux vraiment enfin, je veux montrer qu'ils font des choses extraordinaires. Je partage ce que font d'autres personnes. Et en fait, je pars du principe que less is better, c'est-à-dire que j'ai pas besoin. Il m'est déjà arrivé sur toute une année de faire 3 posts Instagram, parce qu'en fait, j'accepte que la création, c'est des rythmes. Et je me suis rendu compte que même s'il y a des moments où j'ai très mal vécu de pas publier et que c'était une décision que je faisais d'ordre qualitative, en fait, ça m'a rendu service parce que maintenant, les gens, quand je fais un post, ils savent très bien que c'est pas le Khoual Khawi, c'est pas juste pour me faire taguer ou faire de la promotion. C'est-à-dire qu'en fait, exactement. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des amis qui m'ont sollicité pour faire des campagnes ou de faire des choses à titre citoyenne, gratuite ou Oui. quoi, et que j'ai refusé, pas parce que je voulais pas, mais parce que j'y arrivais pas. Oui. Et je pense que ça demande beaucoup d'intégrité de dire aux gens, j'adore ton projet, mais je suis pas capable de le faire créativement. Je suis à sec en ce moment. Et moi, j'ai une période aussi, ça, il faut en parler, d'avoir des périodes Ouais. d'incréativité. Par exemple, quand j'ai eu ma fille, quand j'ai eu mon cerveau qui manquait de sommeil, Ouais. j'ai pas réussi à inventer des choses de qualité. J'étais capable j'avais mon attention, mon cerveau était capable de faire des petites choses, mais rien qui était très pointu ou très compliqué. Je le savais que c'était pas de bonne qualité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti mon rythme et j'ai planté des graines, j'ai laissé mûrir les idées de manière comme ça. Je les ai archivées et puis en fait, maintenant que je recommence à dormir, ben, je suis allée piocher dedans et en fait, ça fonctionne. Et en fait, c'est ça, je pense, qui a fonctionné, c'est que à chaque fois que je n'ai pas été capable d'être créative, donc comme dans cet exemple de Mad en ce moment, si j'étais toute seule à la maison avec mon ordinateur, je pense que je pondrais énormément de choses et je fabriquerais beaucoup de choses en ligne. Mais le truc, c'est que moi, ma vie, elle n'est pas organisée comme ça. Ma vie, elle est organisée autrement. Ce qui fait partie de ma personne, c'est que j'ai jamais eu honte de pas réussir à être créative, même si à des moments ça me rendait très malheureuse. Et en fait, c'était des moments où je considérais que c'était des moments où je devais être dehors. Et c'était des moments où je suis allée voir les gens, je suis allée dans des galeries, je suis allée dans des musées, je suis allée rencontrer des gens, je suis allée applaudir mes confrères. En fait, j'ai jamais considéré qu'il y avait de la concurrence entre une entité culturelle et moi. Voilà, donc j'ai toujours considéré que la créativité, c'est des temps forts et des temps faibles. Et les temps faibles sont des moments où il faut s'inspirer, mais il faut aussi aller être public. Il faut aller consommer de la culture. Et je pense que c'est ça qui a fait, je pense, mon lien avec beaucoup de gens que je connais aujourd'hui, c'est que j'ai toujours encouragé ou été bonne public quand moi, j'avais rien à dire, d'aller écouter les autres et de valoriser ce que les autres avaient à dire. Et en fait, c'est chacun à son tour, on prend la parole. Tu sais, le milieu, finalement, il est étrange parce que il est très local. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une énergie à Tanger, une énergie à Marrakech, une énergie à Rabat, une énergie à Agadir, une énergie à Casa. En fait, les gens, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde a ses préférences, tout le monde a les gens qu'il aime, les gens qu'il n'aime pas, ses chouchous. Enfin, c'est tout petit, on n'est pas très nombreux, donc forcément on se connaît, tu vois, de près ou de loin, on a un peu tous entendu parler les uns des autres. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de jeunes gens très bien formés qui arrivent
qui arrivent, qui sortent de très grandes écoles et qui maintenant ont une formation marocaine d'excellente qualité, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à il y a 5 ans, par exemple, tu vois. Donc, je pense que même le marché, il est en train de s'étoffer, il est en train d'y avoir de plus en plus de monde. Donc, même les dynamiques entre les professionnels, elles sont en train de changer. Et les cartes, elles sont rebattues, je dirais, de manière cyclique, à peu près tous les 2-3 ans, du fait même qu'aujourd'hui, même les éducateurs sont de meilleure qualité, ils sont plus généreux, et puis il y a Internet. Oui. Les gens, ils n'attendent pas d'avoir fait leur éducation pour devenir des créateurs, des Oui, créatifs. c'est clair. Aujourd'hui, tu étais sur cet élan-là, justement. Il y a une nouvelle génération au Maroc de designers en gros, la vision vraiment du design au Maroc, parce qu'on n'en parlait pas il y a quelques années, et maintenant, on utilise de plus en plus ce terme, parce que c'est vrai que le Maroc était surtout connu pour ses artisans et pas pour ses designers. Il y a eu quelques noms reconnus, effectivement, qui ont fait leur place à l'international et qui sont connus aujourd'hui, mais c'est vrai que le terme designer marocain n'a pas autant la même notoriété qu'un artisan marocain. Alors moi, je pense qu'on a vécu plusieurs vagues. On a eu la vague d'artisans au contact de designers étrangers. Donc ça, en fait, ça a ouvert le dialogue entre qui était inexistant, voire impossible. L'idée que tu pouvais faire de l'innovation directement chez l'artisan, c'est quelque chose dont nous avons bénéficié. Alors, il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient de l'innovation, mais elle n'était pas technique dans le sens où c'était pas des gens qui venaient avec une éducation scientifique du design, comme par exemple le fait que nous, on apprend le Bauhaus, la théorie de la couleur, la théorie de la forme, la signification, la symbolique des choses. Ça, c'est scientifique, hein, c'est des choses qui ont été prouvées. Donc, nous, on est formé à l'école, on vient avec cette connaissance, et puis on dialogue avec un ma'allem. Le fait que le ma'allem soit disposé à écouter quelqu'un, c'est une relation qui a été créée il y a une quinzaine d'années jusqu'à une dizaine d'années. Donc ça, pour moi, c'est la première vague. Okay. De dire que c'est que les étrangers qui l'ont fait, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'en tout temps, il y a eu de l'innovation entre le ma'allem et le créateur, mais de manière formelle, à ce point-là, je pense que c'est venu de la hipsterisation du marché marrakchi, en fait. Mais il y avait cette dynamique-là, elle existait déjà. Mais le fait qu'elle ait un statut, qu'elle soit reconnue, c'est quelque chose qui a émergé il y a une dizaine d'années. Puis après, donc il y a eu l'innovation des métiers du design qui est venue avec le fait que tout d'un coup, on voyait partout l'innovation dans les souks. Et en même temps, on a eu des concept stores qui sont arrivés, on a eu des designers qui ont commencé à inventer, on a eu des plateformes digitales qui ont voulu vendre à l'international des projets. Mais encore une fois, ça, c'est une énergie qui existait déjà. C'est juste que, en fait, je pense que plus il y a de gens et plus ça se voit et plus ça se professionnalise. On est aussi dans une logique de marché. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Je pense, pardon, pour revenir. Donc, je pense dans la vague précédente, ce qui s'est passé, c'est que nous avons défini notre propre iconographie. Nous avons arrêté de nous laisser définir par notre vision exogène, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a folklorisé, c'est-à-dire de limiter notre culture à des babouches, mais de venir à la définition, je sais pas moi, qalb skso, je sais pas, de la spécification régionale, la différenciation entre les différentes berbérités. Voilà, on a plusieurs récits multiculturels à faire, et donc nous avons, c'est ça pour moi la deuxième vague, c'est celle où on s'est attelé à faire ces récits-là, à raconter nos propres histoires, à les formaliser, à faire du storytelling. Et là, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir l'émergence d'un marché où, en fait, maintenant, les gens consomment du design. Exemple, il y a 10 ans, ça ne pouvait pas traverser l'esprit d'une marque d'acheter une illustration faite par un Marocain. Aujourd'hui, tout le monde va acheter une illustration faite par un Marocain. Maintenant, même une crèche, elle va demander à un illustrateur de lui dessiner, je sais pas moi, l'histoire de Jha ou la traduction d'un conte pour enfants. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. On est en train de voir l'émergence, la professionnalisation de ce marché, c'est-à-dire le rapport entre l'offre et la demande. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, les designers, ils doivent se comporter de manière plus professionnelle. Ils doivent respecter des délais, être ponctuels, livrer des documents utilisables, faire leur travail correctement.
Et en même temps, le marché en face, il doit apprendre à payer le juste prix. Et aujourd'hui, je pense que c'est là où se passe un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie anarchie sur les prix, la valeur des choses. Et en fait, on est en train de comprendre qu'est-ce que valent les choses et combien une campagne nationale peut payer un photographe, combien une campagne nationale paye ceci ou cela. Voilà. Donc, je pense qu'on en est là dans le design. Il se porte extrêmement bien. Il est hyper dynamique. Il s'exporte très bien, très très bien. En plus, là, on commence à voir l'émergence de récits berbères, de récits arabes, de récits francophones, de récits hispanophones. On commence un peu à raconter nos propres histoires. On fait de l'autobiographie. On raconte le récit de nos parents, de nos grands-parents. Donc, ça y est, la culture elle s'est diversifiée. Ça y est, le travail, il est fait. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a une effervescence magnifique de la création. Il n'y a qu'à voir avec ce qui s'est passé avec cet élan autour du confinement. Ce que je pense du design au Maroc, je pense qu'il est très vital. Il a une très belle Il y a énergie. une très belle énergie et justement, on est plus sur, on va être sur le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune génération qui emprunte cette voie du design aujourd'hui au Maroc? Je dirais de bien choisir leur école. Ouais. Il y a des excellentes formations au Maroc. D'ailleurs, je connais beaucoup de profils qui commencent leurs études au Maroc et qui font un complément de master à l'étranger. D'accord. Donc, l'avantage de faire ces études ici puis de partir, c'est que ça permet en fait de rester dans une cohérence culturelle, d'explorer sensoriellement, émotionnellement sa culture propre. Moi, j'ai dû faire le chemin inverse. J'ai d'abord travaillé sur la culture d'un autre pays, puis après, je suis venue apprendre la culture de mon propre pays, ce qui m'a un peu câblée, je dirais, de manière un peu à l'envers parfois. Mais voilà, en tout cas, choisissez bien votre école, rassurez vos parents que c'est pas un métier où on finit vagabond sous un pont, tout va bien, on en vit très bien, on gagne très bien notre vie, il y a de la demande. Et la troisième chose que je ferais, c'est soyez professionnels, répondez à votre téléphone, envoyez vos mails et quand vous pouvez pas faire quelque chose, dites-le. Parce que le plus grand défaut des jeunes gens, et je dis ça pour avoir recruté énormément de jeunes gens qui sortent d'école, c'est qu'en fait, il leur arrive par moment d'accepter un job et d'être confrontés à une forme de panique ou de stress de la fabrication. Et à ce moment-là, ils arrêtent de répondre aux clients. Et ça, je l'ai vécu 40 fois, 50 fois, 100 fois. C'est-à-dire qu'en fait, le freelance, il disparaît et il plante la personne. Carrément, d'accord. Et donc, ouais. Donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est si vous vivez ce genre d'expérience, ça veut dire que vous devez faire un stage. Et vous pouvez faire des stages chez les designers, vous pouvez faire des stages dans les agences de com. Apprenez votre métier de la manière la plus carrée possible. Et vous pouvez être un artiste et vous pouvez être un designer, mais c'est dangereux de vouloir être et un artiste et un designer en même temps. Parce que ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même travail. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas si tout le monde la partage. Il y a des points communs, mais dans la situation dans laquelle on doit se comporter d'une manière ou d'une autre. Le fait est que ça ne nous dispense pas d'être professionnel et de répondre à nos mails et à notre téléphone. Il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un, ah bah tu sais quoi, je peux pas le faire. Je croyais que je pouvais, mais je ne peux pas le faire. Ou bien d'accepter un job et après d'aller chercher quelqu'un pour nous aider à le faire, de demander de l'aide. Voilà. Quand on est un esprit créatif, le principe même de nos études, c'est de nous éduquer à croire que tout est possible. Donc, parce qu'on est des rêveurs. Donc, on va à l'école et à l'école, on est toujours dans des situations irréelles. Donc, en gros, il n'y a aucune contrainte de fabrication, il n'y a aucune contrainte de production, il n'y a pas vraiment d'impératif. Donc, on est vraiment confronté à sa créativité et à son imaginaire et même à la logique même scolaire de la note. Or, quand on est diplômé, on sort dans le monde et puis on se rend compte qu'il y a des problématiques de budget, qu'il y a des problématiques de format web, qu'il y a des problématiques techniques concrètes. Et ça, cet apprentissage, il peut se faire soit auprès de gens qui sont déjà des professionnels, qui ont déjà fait le métier, soit
en acceptant que si vous acceptez un job que vous avez jamais fait avant, donc par exemple, un prestataire vous demande une vidéo à poster sur Instagram, ben, vérifiez que vous savez le faire, ou bien entourez-vous de gens qui l'ont déjà fait, ou bien vous faites un prototype pour vous-même sur une plateforme secrète avant de la faire pour le client. Mais le fait est qu'il y a, quand on est débutant, il y a toujours dans les métiers du design un moment d'apprentissage parce que c'est un métier d'expérience. Et si vous ne savez pas, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Il faut aller chercher l'apprentissage ou accepter qu'à ce moment-là, on ne sait pas le faire, c'est pas grave. Mais ne jamais perdre une posture professionnelle. Jamais. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout avec Zahra Sidki. J'avais encore de nombreuses questions à lui poser, mais l'épisode aura été beaucoup plus long. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode et notamment les pages et réseaux sociaux de Zahra. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre réseau et laissez vos commentaires et avis sur votre application de podcast. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.